Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Gaëlle. Bonjour. Spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, Gaëlle est une neuropsychologue française. Elle a été formée à l'Université libre de Bruxelles et est ensuite revenue en France pour travailler dans le milieu associatif au service de l'APAGE, l'Association pour adultes et jeunes handicapés, puis auprès de l'ALGEI, Association laïque de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion, qui gère des établissements médico-sociaux. Et Gaëlle, aujourd'hui, après ces quelques expériences en France, tu décides de partir pour aller exercer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un centre paramédical. Est-ce que c'est bien ça, Gaëlle? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Je suis partie en Belgique faire mes études, du coup, ma licence et mon master. Et ensuite, j'ai voulu rentrer en France pour avoir ma première expérience de travail parce que je suis française. Pour ceux qui ont leur diplôme en Belgique, c'est un peu long d'avoir l'équivalence en France. Donc, j'ai dû attendre 6 mois. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à voyager avec ma sœur. On est parti au Mexique. Et donc, bon, pendant mes études, j'avais aussi voyagé, mais j'ai toujours eu le goût du voyage, on va dire. Et ensuite, j'ai travaillé, du coup, à Argenteuil, en Île-de-France. Donc, bon, c'est le milieu pas vraiment associatif, on va dire que, bon, j'étais salariée, c'est dans un CMPP, en fait. D'accord, Euh, où là-bas j'étais neuropsychologue. C'était super formateur comme première expérience. d'accord. Où là-bas j'étais neuropsychologue. Et ensuite bah, j'ai bougé enfin, j'ai déménagé à Bordeaux. Donc là je travaillais à Marmande aussi dans un CAMS, c'est un CMPP. Et puis avec mon compagnon on a décidé de partir en Côte d'Ivoire. Au début on voulait partir que 3 mois. En fait, on voulait juste faire une expérience là-bas. Donc moi, je m'étais dit que j'allais travailler là-bas enfin dans des associations justement. Mhm. Et à Marmande, en fait, on s'était mis d'accord pour qu'ils m'attendent aussi et que je reprenne mon contrat quand je reviens. Puis au final, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de m'installer pour de bon. D'accord. Et alors, pour rappel, le CMPP, c'est Centre médico-psycho-pédagogique, et le CAMS, déjà. Le centre d'action de la petite enfance, en fait, c'est de 0 à 5 ans. D'accord, Bon, c'est un peu comme le CMPP, c'est juste pour les plus petits. ok. Et quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu travailles dans deux associations qui étaient aussi à destination des enfants? Alors, en Côte d'Ivoire, bah, j'ai été dans deux associations. Donc, la première, c'était Imagine le Monde. C'est une association qui est basée à Gonzagueville. Bon, c'est proche d'Abidjan. Et en fait, c'est pour tout. Voilà. Là où je travaillais, c'était une classe coup de pouce avec des enfants en fait qui ont souvent des dyscalculie, bon, tous les problèmes liés au dys ou au TDAH, donc troubles de l'attention, troubles d'écriture, difficultés avec toutes ces choses-là. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, la dame qui gère l'association m'a demandé de faire des bilans. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été quand même confrontée à la réalité ici déjà culturelle et qui était très différente. Donc du coup, moi, je suis arrivée bah, avec mes bilans de WISC et en fait, bah, c'était très compliqué de faire passer un bilan à un enfant qui n'avait presque pas été scolarisé ou avait été scolarisé dans des écoles ivoiriennes. Parce que le WISC, pour rappel, c'est le bilan intellectuel pour Mhm. les enfants de 6 à 16 ans. Et du coup, il y a plusieurs indices en fait qui sont évalués. Il y a par exemple la compréhension verbale et comme question type, il y a les vocabulaires. Et par exemple, c'est bête, mais il y avait une question, c'était l'été et l'hiver, en quoi ça se ressemble? Et la réponse, c'est les saisons. Sauf qu'ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de saison. Donc, du coup, il y a plein de réponses pour lesquelles ils ne pouvaient pas répondre. Donc, tous mes résultats étaient faussés. Donc, au final, bon, on s'est adapté et on n'a pas fait passer ces bilans-là. Mais c'est vrai que la première expérience, c'était un peu compliqué. Et oui, ça me fait penser à l'épisode avec Anaël qui s'était retrouvée dans la même situation que toi, à ne... Et oui, ça me fait penser à l'épisode avec Anaël qui s'était retrouvée dans la même situation que toi, à ne pas savoir pouvoir faire passer un test et parler de personnages qui font du ski là où les enfants n'ont jamais vu de bonhomme de neige en fait. Donc, oui.
Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, en fait, à ce moment-là, moi, je me reposais un peu, enfin, sur mes outils. En fait, comme je restais que pour trois mois, je m'étais dit, bah, c'est bien de faire des bilans et pas de suivi, mais les aider, en fait, dans les bilans, bah, pour les faire avancer aussi, pour pouvoir faire des diagnostics, etc. Et quand j'ai été coincée à ce niveau-là, bon, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, au final, on a trouvé d'autres solutions avec, en particulier des maîtresses, des orthophonistes, et on a essayé d'adapter au maximum pour aider. Donc ça, c'était l'association donc Imagine le Monde. Et ensuite, j'ai fait partie aussi d'une association, l'AIFCI. Donc il y a une partie pour les femmes, pour essayer de leur apprendre à écrire, à lire. Mais moi, j'étais du côté avec les enfants. En fait, le mercredi après-midi, il y avait des activités qui étaient, enfin, qui sont toujours organisées d'ailleurs tous les mercredis après-midi pour leur apprendre diverses choses. Et du coup, moi, j'y allais, j'animais les activités. Donc, ça pouvait être des activités quelquefois liées à Noël ou quelquefois liées à la géographie. Bon, chacune, en fait, des intervenantes, elle pouvait apporter une idée et on faisait l'activité ensemble les mercredis. Donc, c'était chouette aussi de participer à ça. Ouais, j'imagine. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels ivoiriens ou est-ce que c'est principalement des étrangers comme toi? Alors, dans le milieu associatif, souvent, il y a un mixte entre professionnels ivoiriens et professionnels étrangers. Après, là maintenant que je suis dans un centre, dans un cabinet, pareil. Souvent ce sont des mixtes. Il y a des orthophonistes ivoiriens, des psychologues ivoiriens. Après, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes formations que nous. Du coup, là, on essaye de justement avec une amie qui est aussi psychologue. On aimerait justement former au bilan, etc., directement à l'université pour développer un peu aussi bah, la formation que nous, on a eue et essayer de la développer ici et apporter un peu de nos connaissances. Mais il existe en tout cas, oui, des professionnels aussi ivoiriens, mais on se complète, on va dire qu'on travaille ensemble. D'accord. Parce que oui, je me disais, le fond de ma pensée, c'était est-ce que tu as pu à ce moment-là t'appuyer sur des professionnels aussi euh, qui exercent depuis longtemps ou depuis toujours en Ivoire, en Côte d'Ivoire, ou est-ce que finalement tu te retrouves peut-être un peu parfois seul avec tes questions? Hum, oui, bah en fait, surtout que finalement, je me suis pas tournée vers faire des Ivoiriens, enfin des professionnels ivoiriens, parce que je pense qu'ils n'auraient pas forcément compris aussi mes questionnements. Je me suis plus tournée finalement vers des psychologues étrangers. En fait, au début, quand je suis arrivée, j'ai rencontré deux psychologues et avec qui on a fait des groupes de supervision. Et tous les lundis, on se retrouvait. Comme ça, moi, ça me permettait de poser mes questions concernant la culture et les choses que je devais savoir pour commencer à me lancer en libéral. Et elle me posait plus des choses spécifiques à la neuropsychologie, donc au bilan, quand elles avaient des questionnements. Moi, je les aiguillais plus sur la partie théorique et elle sur la partie plus culturelle. Donc, c'était assez intéressant, mais c'était plus finalement des psychologues françaises, mais qui sont expatriées depuis longtemps, en fait, et qui ont fait plusieurs pays d'Afrique aussi. Ah, d'accord. Oui, c'est chouette de pouvoir trouver des ressources sur place avec des collègues françaises. Ouais, 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 non, c'est top. Et donc pour revenir plus à la partie en cabinet dans le centre médical, j'ai cru voir qu'il y avait vraiment de nombreux professionnels dans le centre où tu exerces. Et je me demande avec quels professionnels tu travailles le plus en collaboration et lesquels est-ce qu'on peut trouver en général dans ce cabinet? Alors c'est vrai que dans ce cabinet, donc ça s'appelle Au cœur des sens, il y a beaucoup beaucoup de professionnels. On a des kinés, des naturopathes, des orthophonistes, des psychomotriciennes, hypnothérapeutes. Bon, on a un peu de tout. Et avec qui je travaille le plus, bon, ça reste quand même les orthophonistes. C'est là où la demande est la plus importante, je pense, comme en France et un peu comme partout. Après, avec les psychomotriciennes, on travaille aussi bien. Je trouve que c'est intéressant d'assembler la partie plus corporelle et motrice à la partie plus neuro. Donc ça, on travaille bien ensemble aussi. Et ensuite, quelquefois, avec l'hypnothérapeute, on peut travailler avec d'autres psychologues aussi qui ont d'autres spécialités.
Voilà, ça va dépendre un peu de la demande du patient. On essaye de faire des réunions d'équipe assez souvent aussi. Après, c'est sûr que c'est différent d'un centre, d'un CMPP comme en France où c'est vraiment un travail d'équipe. Ici, on est quand même chacune en libéral. Donc, chacune vient faire ses séances et puis rentre chez elle. Donc, c'est quand même pas le même suivi. Hmm. On reste assez indépendante, mais on essaye le plus possible de communiquer. Et alors, est-ce que les demandes sont un peu les mêmes qu'en France ou est-ce que c'est un petit peu différent? Dans quelles circonstances est-ce que on est amené à te consulter? Alors moi, bon, je suis quand même spécialisée chez les enfants et les adolescents, donc souvent ce sont les écoles. Ça va être une demande de l'école. Ben, justement, la psychologue avec qui je faisais les supervisions, elle est psychologue scolaire dans une école française, donc elle va souvent me répertorier vers des patients quand il y a des difficultés en classe, des difficultés d'attention, bon, c'est souvent des difficultés d'attention, d'agitation. Du coup, pour que moi je fasse le bilan au cabinet et qu'on puisse voir aussi pour la prise en charge, quelquefois on se complète. Moi, je fais une prise en charge plus liée à la neuropsy et elle plus liée à l'aspect psychologique. Elle le fait à l'école et moi je le fais en cabinet. Euh, Quand aussi les patients n'ont pas assez d'argent pour payer deux prises en charge, on essaye de se compléter. Mais souvent, ça va être quand même les écoles qui vont m'envoyer des patients et après entre professionnels. Par exemple, je travaille aussi dans un autre centre avec une neuropsychologue, avec qui on s'est associé d'ailleurs pour faire des ateliers, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Et elle, par exemple, elle a une spécialité, du coup, moi, elle m'envoie aussi beaucoup de patients par rapport à la guidance parentale, parce que je fais beaucoup de guidance parentale. Voilà, je donne pas mal de conseils aussi aux parents qui ont des défis, qui rencontrent des défis avec leurs enfants, surtout au niveau du comportement quelquefois lié ou pas à un trouble, soit un trouble de l'attention, soit un trouble d'opposition. Donc voilà, en fait, en fonction des spécialités, on se réfère les patients. Ok, donc en fait la demande elle est assez similaire aux demandes en France, si je comprends bien, parce que les neuropsychologues en France c'est aussi souvent adressé par le biais de l'école, donc Oui, parce que aussi, comme je travaille la plupart du temps quand même, la population avec qui je travaille, ça va être des Ivoiriens, des Libanais, parce qu'il y a une grosse diaspora libanaise en Côte d'Ivoire, et des Français, mais ils sont tous dans des écoles françaises. Donc c'est le lien quand même qui fait que je pense que du coup ce sont à peu près les mêmes demandes qu'en France. ah d'accord, ok. Et c'est quand même parce qu'en fait on a l'impression qu'en venant en Côte d'Ivoire on va faire que avec la culture ivoirienne, mais il y a quand même la culture libanaise qui est très très présente. Et du coup c'est assez multiculturel et il faut s'adapter aussi à ces deux cultures finalement. Ouais, c'est super intéressant. Alors, il y a une question du grand public par rapport à ça, donc on y reviendra peut-être plus tard, mais effectivement, ça doit être très riche. Ouais, ouais. Et il me semble aussi que tu es inscrite dans le milieu associatif. Alors, j'ai pas tout à fait exactement les tenants, les aboutissants de cette mission-là, mais peut-être que du coup, tu vas mieux en parler que moi, où tu fais un lien avec une école Montessori notamment. Oui, en fait, je travaille. Bon, c'est pas non plus une association, mais je travaille 3 matinées par semaine à une école Montessori qui s'appelle MGIS. Et en fait, dans cette école, ce qui est super, c'est qu'ils ont ouvert la classe Soleil. C'est une classe en fait avec des enfants à défis particuliers. Donc, on va trouver par exemple des enfants porteurs de la trisomie 21, des enfants avec un trouble de l'autisme, des enfants avec des handicaps moteurs. Donc voilà, on a une petite classe et il y a une orthophoniste, une orthopédagogue, une ergothérapeute, moi qui suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, et après il y a deux éducatrices spécialisées et une assistante. Donc on est assez nombreuses dans la classe et ce qui est intéressant, c'est que il y a plein d'activités différentes dans la classe, un atelier cuisine, un atelier peinture, un atelier poterie. Et en plus de ça, nous, on fait des suivis individuels pour chaque enfant de la classe. Donc avec chaque fois des objectifs bien spécifiques par rapport à leurs difficultés. Et c'est très intéressant aussi. Ça permet là pour le coup d'avoir un vrai travail en équipe pluridisciplinaire et c'est très très chouette. Donc toi, tu peux proposer des ateliers à plusieurs enfants avec tes connaissances de neuropsychologue?
Alors cette année, enfin moi j'ai commencé en fait cette année, donc on n'en a pas encore mis en place, mais c'est le projet pour l'année prochaine de mettre, oui, pour l'instant je prends un individuel et après on fait des Ok. activités en groupe, mais pas par spécialité pour l'instant, mais on est en train d'en discuter pour l'année prochaine que chacune propose justement un atelier en groupe. Donc moi par exemple un atelier spécifique à la concentration et on fait des jeux de concentration tous ensemble, ou même quand j'écoutais le podcast, je pense que c'était de Thibaut, des jeux de rôle ou des choses comme ça, je pense que ça pourrait être aussi intéressant de mettre en place dans cette classe. Ouais, ouais, chouette. Ah, c'est bien que ça puisse faire des liens entre professionnels, super. Mais écoute, je pense qu'on a quand même bien compris ce que tu fais au quotidien. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ta pratique. Oui, après, la dernière chose qui, on va dire, qui comble ma pratique, j'en parlais tout à l'heure, c'est avec une neuropsychologue, on a créé aussi des groupes de stimulation cognitive pour les enfants qui s'appelle Brain Boost. Et on le met en place pendant les vacances et on l'a mis en place d'ailleurs à l'école Montessori aussi. Donc on fait en fait une semaine d'activités avec des jeux ludiques, donc souvent inspirés de jeux de société qu'on transforme, souvent avec des objectifs bien précis. Donc par exemple le lundi, on va travailler sur la concentration, le mardi sur la mémoire, le mercredi sur le langage, le jeudi sur le raisonnement mathématique. Et le vendredi, on fait souvent sur la confiance en soi et la gestion des émotions. Donc, du coup, il y a une suite un peu logique dans les vacances et c'est d'ajouter un peu de théorie avec l'aspect ludique pour que on arrive à une certaine métacognition, c'est-à-dire la conscience de son propre comportement. Donc, à quoi sert le cerveau? On peut expliquer quelquefois où est-ce que l'attention, par exemple, la concentration, c'est à quel niveau du cerveau? On leur montre une photo, bon, bien sûr un schéma. Et c'est assez intéressant et les enfants adorent. Et ça, c'est pour des enfants qui ont une difficulté particulière ou c'est tout public? C'est tout public. En fait, moi, à la base, j'avais créé un groupe en fait à Argenteuil, dans mon premier centre en Île-de-France, et c'était spécifiquement pour les enfants porteurs de TDAH. Et bon, avec une autre collègue, du coup, on avait créé ce groupe-là. Et au final, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire et que je discutais aussi avec ma collègue neuropsychologue, on s'est dit, mais finalement, ça peut apporter aussi à tout le monde. Donc, on prend des enfants qui ont des difficultés ou pas, et d'autres qui, au contraire, ont envie d'être stimulés. Donc, ça se complète bien. Régulièrement, quand même, ce sont des parents qui amènent leurs enfants où ils suspectent des difficultés. Et avec notre regard de psychologue et neuropsychologue, à la fin de la semaine, on va pouvoir leur dire s'il y a besoin ou pas d'aller un petit peu plus loin dans la recherche, s'il y a besoin d'un bilan, d'une évaluation ou d'un suivi. Donc, quelquefois, ça peut mener à un suivi par la suite, mais pas toujours. D'accord. Bah, d'ailleurs, ça m'intéresse parce que je me dis peut-être parfois tu as des parents qui sont inquiets pour leurs enfants et en fait c'est là où ce que tu aimes dans la guidance parentale prend peut-être du sens en les aidant plutôt eux les parents que parfois l'enfant peut-être n'a pas de réelles difficultés finalement et c'est plus les parents qui se retrouvent en difficulté à un moment donné dans l'éducation. Ouais, ouais, exactement. Bah, quelquefois, c'est ça. C'est à la fin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un entretien avec chaque parent juste pour faire un retour de la semaine, parce qu'il y a quand même une portée thérapeutique. Même si l'enfant n'a pas de difficulté, il y a quand même la gestion des émotions, le fait, les interactions sociales. Bon, il y a plein de trucs qui sont travaillés pendant la semaine. Donc, on fait un petit retour aux parents. Et si jamais ils ont des inquiétudes que nous, on n'a pas forcément repérées, bah, on peut leur donner des pistes justement. Essayer de travailler ça à la maison ou comment voir aussi d'un autre regard les difficultés qui ont été perçues, essayer de les voir autrement. Et c'est assez intéressant. Ouais. Ouais, à chaque fois, les parents apprécient aussi beaucoup ce retour. Ouais, c'est le moment en fait de faire un petit bilan pour la famille quoi. Je trouve ça super intéressant de procéder comme ça, surtout que si c'est tout public, en fait, ça permet aussi aux enfants de pas être étiquetés. J'imagine, c'est voilà, tous les enfants sont là et ça fait un peu comme un stage. On ferait un stage d'autre chose. Bon bah là, on fait un stage sur le cerveau un peu quoi. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais c'est chouette. En fait, c'est chouette et il y a des enfants qui s'inscrivent. On a lancé ça depuis 1 an et demi
ils sont toujours là au bout d'un an et demi. Donc c'est juste qu'on on renouvelle à chaque fois de toute façon nos jeux et nos activités. Et c'est chouette de les retrouver aussi. Bah, c'est super. Maintenant, je parlerai bien de ton parcours universitaire. J'en ai un tout petit peu parlé au début en disant que tu avais fait l'université, l'ULB à Bruxelles. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'être neuropsychologue? Comment tu t'es dirigée vers ça? Alors, l'histoire, c'était que, bon, moi, j'étais dans un lycée assez élitiste à Paris, où tout le monde était dirigé plutôt vers les prépas ou les choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui ne m'attirait pas forcément. Et je savais que je voulais travailler avec les enfants, mais je savais pas trop vers quoi me diriger. Donc, j'avais pensé automatiquement au fait d'être pédiatre. Mais c'est vrai que moi, les hôpitaux, etc., c'est pas forcément mon truc. Donc, je discutais avec ma meilleure amie. Je pense que c'était pas, ça devait être en terminale. Et elle me disait qu'elle voulait partir faire de l'orthophonie. Et je me suis dit, mais ça correspond tout à fait l'orthophonie. C'est avec les enfants. Je pense que ça peut me correspondre. Et puis en plus, j'avais envie de partir chez moi à cette époque, donc je me suis dit que la Belgique, c'était top. Donc je l'ai suivi. Et en fait, en Belgique, c'est un tirage au sort en fait pour accéder aux études d'orthophonie. Et on n'a pas été tiré au sort. Du coup, on s'est retrouvé en psycho. C'était en fait, comment on dit, la licence et après tu rattrapes l'orthophonie en master en fait. Il y a je sais plus Une comment on passerelle. appelle ça. Voilà, la passerelle, exactement. Ok. Et donc, on a fait de la psychologie et en première année, on a eu des cours de neuropsychologie. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça qu'il me faut, ça me correspond beaucoup plus que l'orthophonie. Et finalement, donc moi, j'ai poursuivi en psycho et après, j'ai fait mon master en neuropsy. Et elle, ma meilleure amie, elle a continué en orthophonie. Donc, nos chemins se sont croisés, mais c'est comme ça que j'ai découvert la neuropsychologie. Je ne connaissais pas du tout. Et ce que j'ai apprécié aussi par rapport à l'orthophonie, c'est que il y a une certaine liberté dans ce métier qui relie du coup la psychologie clinique avec la neuropsychologie, avec les bilans, les diagnostics et à la fois le suivi, la guidance parentale. Enfin, je trouve qu'il y a une grande diversité qui est hyper intéressante et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Donc maintenant, tu complètes un peu le travail de ta meilleure amie. Ouais, c'est ça. Bon, dommage, on n'habite pas dans le même pays. Et si un jour on se retrouve, je pense qu'on travaillera ensemble. C'est ça. Ça ferait une belle histoire. Oui, non, c'est sûr. Mais après, du coup, oui, après en Belgique aussi, j'ai fait mes stages du coup à Bruxelles et en plus c'est très intéressant la Belgique en termes d'éducation. Moi, j'étais dans des écoles spécialisées. Toi, tu vis en Belgique, je pense que tu connais les écoles spécialisées. Oui, effectivement, il y a 8 types en fait d'écoles spécialisées et en fonction des troubles, on va dire, ou des difficultés des enfants, soit ils vont dans le type 1 ou de le type 3 ou type 5, voilà. Exactement. Et moi, si je me souviens bien, c'était le type 8 trouble des apprentissages, si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Et du coup, ce qui est super chouette, en fait, c'est que bah, il y a des professionnels sur place. En fait, bon, nous, du coup, il y avait une neuropsychologue, une orthophoniste, et on prenait en charge les enfants directement de la classe au bureau, et on mettait en place des aménagements directement en classe. Donc, par exemple, des coussins, des ballons, pardon, les coussins aussi à picot pour gérer l'agitation, par exemple, d'un enfant. Et donc, c'était top. J'ai découvert plein de choses là-bas. Et c'est ce que je mets en place aussi à l'école Montessori parce que quelquefois, je peux intervenir dans les classes élémentaires. Donc, quand il y a des difficultés, on essaye aussi de mettre en place des aménagements. Par exemple, bon, l'école Montessori, c'est encore différent, mais on peut mettre, par exemple, un coin calme pour pas qu'il y ait de distracteurs et des choses comme ça. Donc, les expériences en Belgique, ça m'a quand même bien formée à ce niveau. Ça t'a bien servi pour la suite. Ouais, exactement. Alors maintenant, je passerai bien aux questions qui m'ont été posées par les auditrices et les auditeurs. Oui. Tout d'abord, il y a quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en cabinet? Alors bon, par rapport aux avantages, on va dire que déjà c'est le fait d'être flexible, le fait de pouvoir choisir ses horaires. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis surtout, le cabinet est juste à côté de chez moi, alors qu'en France, c'est dans les deux villes que j'ai faites, j'avais au moins 1 heure de transport, alors que là, c'est 5 à 10 minutes. Donc ça, c'est top. Et le fait d'avoir des horaires flexibles, c'est top. Après, ce qui est
intéressant aussi. Bon, on va dire au niveau financier, c'est quand même plus intéressant aussi. Mais après, par rapport aux inconvénients, je vais dire les absences. Ça, malheureusement, on peut pas gérer les absences des patients et il y en a beaucoup quelquefois. Du coup, ça impacte forcément la fin du mois et ça peut être une source de stress, surtout quand on commence dans la pratique. Et après, quand même, le fait d'être en cabinet et seul, bon, même moi, si je suis dans une équipe, mais c'est quand même pas pareil qu'en France, on peut se sentir quelquefois isolé et ne pas pouvoir forcément demander un conseil à sa collègue qui est dans le bureau juste à côté ou dans les réunions d'équipe hebdomadaires. Donc ça, quelquefois, on peut se sentir isolé. Donc c'est pour ça que pour les étudiants ou les nouveaux diplômés, moi, je conseille quand même de travailler, d'avoir une première expérience en équipe. Moi, ça m'a vraiment, vraiment formée et je me suis sentie beaucoup plus à l'aise ensuite d'avoir mon propre, enfin, d'être en libéral. Oui. Mais je pense que c'est important de passer quand même par le travail en équipe. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je trouve que c'est très formateur. Bah, c'est vrai que moi, en sortie d'études, en tout cas, je me sentais pas de partir comme ça à l'aventure un peu toute seule. Après, je pense que c'est différent aussi quand on a fait ces stages dans la ville où on va exercer. Parce qu'alors, on a Ouais. déjà connaissance un peu des structures sur place, des contacts en fait. On a déjà un peu quand même des ressources et un petit bagage du territoire par rapport au territoire. Je crois que c'est surtout ça, moi, qui me ferait peur, c'est d'être dans une ville où voilà, je ne connais pas du tout les professionnels médico-sociaux sur place. Et du coup, c'est plus compliqué de pouvoir faire le relais si une situation bah, nous semble dépasser le cadre d'un simple cabinet, en fait. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a cette notion de réseau en fait qui peut être important. Et j'avais aussi une autre question par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, certaines personnes n'ont pas les moyens et alors tu es obligé de passer par une autre façon de faire pour pouvoir quand même les prendre en consultation, c'est ça? Oui, bah, oui, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelquefois, parce qu'en fait, comme je parlais tout à l'heure du fait que la psychologue scolaire, en fait, elle peut prendre certains enfants en charge à l'école, mais elle a très peu de temps. Du coup, elle peut pas faire un suivi régulier, donc quelquefois, on se complète. On fait une semaine sur deux. Moi, je prends une semaine sur deux, elle l'autre semaine sur deux, et chacune travaille des objectifs spécifiques pour permettre aux parents, en fait, de payer une séance qu'une semaine sur deux. Mais sinon, bon, ici, il y a quand même certaines assurances. Pour les Français, il y a la CFE, donc euh, La Caisse des Français à l'étranger, je crois. oui, voilà, exactement. Donc il y a quand même bon, certaines choses qui sont remboursées. Bon, en psychologie, malheureusement, pas tout, mais ils peuvent se débrouiller. Mais après, sinon, en fait, le centre dans lequel je travaille, elles font quelquefois des bingos solidaires, par exemple, où l'argent, en fait, va être utilisé pour payer des séances, justement, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, il peut y avoir des petits projets qui sont mis en place comme ça pour aider à faire un bilan ou quelques séances. Ah oui, c'est chouette ça. Ensuite, la seconde question qui a été posée par une auditrice, quelle différence entre la pratique en Europe et en Afrique? Est-ce que tu as constaté des différences entre les deux continents? Alors, oui, bon, ça, il y a beaucoup de différences, je pense, entre les cultures. Comment expliquer? On va dire que ma façon de faire, ça a été d'être observatrice au début. Bah, surtout dans le milieu associatif, en fait. J'ai quand même passé pas mal de temps à observer la culture, voir le mode de fonctionnement des personnes ici. En fait, ici, on est facilement considéré, surtout en tant que psychologue et surtout dans les moments de guidance parentale, on peut facilement associer nos conseils à des conseils de blanc et du Hmm. coup, c'est pas du tout pris en compte. Donc, faut faire attention en fait dans la façon de parler. Il y a plein de choses qui sont très différentes. Par exemple, ici, l'éducation n'est pas la même. En France, on va peut-être être tourné vers une éducation. Bah, il y a tout le courant d'éducation positive. En France, on va peut-être être tourné vers une éducation. Bah, il y a tout le courant d'éducation positive, de tout ça, alors qu'ici, il y a quand même
sans faire de généralité, mais on va dire que les enfants ont un rôle quand même un rôle très actif dans la famille, où ils vont, Être responsabilisé peut-être très tôt. oui, voilà, exactement, comparé en France où les enfants sont peut-être plus assistés. Donc en fait, il y a tout un mode de vie en fait juste à comprendre et à s'adapter. Et c'est surtout en fait dans les guidances parentales que j'ai remarqué cette différence où je me suis quand même renseignée et avec aussi les supervisions, c'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant même mon vocabulaire, ma façon de parler, etc. J'arrive à moins me référencer par rapport à mes normes françaises, on va dire, et maintenant j'arrive plus à comprendre la culture d'ici et avoir des références différentes. Mais après, donc c'est par rapport à la culture ivoirienne et encore une fois aussi par rapport à la culture libanaise, il y a pas mal de schémas de pensée que j'ai dû comprendre ici qui sont assez différents. Je sais pas si c'est assez clair ma question, si je réponds bien à la question posée. Ouais, si, si, tout à fait. Et alors, il y a une troisième question qui a été posée, qui est un petit peu en lien avec celle-ci, c'est justement comment prendre en compte la culture d'un pays dont on n'est pas originaire. Et là, en plus, tu dis qu'il y a aussi la culture libanaise qui s'ajoute. Donc, Mhm. c'est vrai que ça doit être complexe. Ouais. Ben, en fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être conscient de ses propres biais culturels. Je pense que c'est le plus important et quelquefois être transparent. Moi, il y a des moments où en séance, ben, au début, c'est ce que je disais, j'étais transparente, je disais, bah, moi, en France, c'est comme ça. Expliquez-moi, vous, comment ça marche, et à partir de là, peut-être on peut en discuter. Et au début, c'est comme ça que je faisais, et au final, souvent, j'avais des retours positifs parce que je me positionnais pas comme celle qui détient la vérité, mais au contraire, comme celle qui veut bah, connaître et comprendre, parce que je leur disais, je viens d'arriver, par exemple, il y a 3 mois, je découvre encore, voilà, comment ça se passe dans ce cas-là, et ensuite on discute et on essaye enfin, de trouver, on va dire, des solutions ensemble avec moi, mon savoir d'européenne et Mm. ici le savoir. Ils se sentaient vraiment plus intégrés dans la prise en charge et pas jugés ou... Ouais, ouais, c'est ça. C'est je me mettais plus en fait à un même niveau et c'est ce qui fonctionnait le mieux. Mm. Et après, de toute façon, bon, je pense que chacun aussi a sa façon de faire, mais c'est ce qui marchait. Et maintenant, voilà, je connais, je sais mieux comment m'y prendre. Mais après, je pense que le fait de pas être originaire d'ici, c'est pas forcément ce qui dérange si on est à l'écoute et si on est intéressé en fait par la culture du pays. Je pense que c'est pas un problème. Et du coup, je suis curieuse de savoir quel est le plus gros biais, tu penses, pour toi, que tu as réussi à un peu enlever pour améliorer tes entretiens? Alors, bon, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie. Je suis en train d'essayer de trouver une solution. En fait, ici, comment dire? Pendant mon anamnèse, bah, j'ai adapté déjà mon anamnèse. En fait, ici, il y a beaucoup de violence, c'est-à-dire que dans l'éducation, au moment des devoirs ou au moment de n'importe quelle règle, on va dire, de la vie quotidienne, les parents peuvent facilement sortir une ceinture ou quelque chose rien que pour menacer, par exemple, l'enfant. Et Mm. en France, c'est considéré donc plus comme de la maltraitance et c'est quelque chose qui est tabou. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de consultations en France, c'était quelque chose qui était tabou et on arrivait peut-être à le voir et puis après on en discutait et puis comme il y a tout l'aspect légal derrière où il peut y avoir une IP, c'est-à-dire une information préoccupante, pardon, avec les services sociaux, etc., c'est quand même quelque chose de très différent. Ici, c'est quelque chose de pas du tout tabou. C'est quelque chose qui fait partie de l'éducation. Donc, à chaque rendez-vous, en fait, on me disait ça. Donc, au début, moi, forcément, en fait, j'étais choquée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé justement de travailler. Maintenant, bah, on va dire que je suis habituée à l'entendre. Maintenant, j'essaye d'en parler avec les parents pour essayer de trouver quand même une autre façon de faire plutôt que passer par la menace, etc. Mais je sais pas comment dire, mais je vais pas du tout être dans le jugement comme avant j'aurais pu l'être sans le montrer.
Mais je sais maintenant quelle est la réalité d'ici, que tout le monde a connu ce mode d'éducation. Et du coup, j'essaye voilà, d'en discuter pour essayer de trouver une autre façon, mais sans jugement. Voilà, je sais pas si c'est Ah clair à oui, ce niveau-là. c'est vrai que ça doit être assez choquant quand tu arrives toi avec ton regard et alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout proscrit, interdit par la loi en fait. Donc ton seul recours à toi, enfin si tu veux quand même apporter ton regard à toi, c'est d'en parler en fait avec la famille. Oui, parce qu'en fait, à vrai dire, je sais pas si dans les textes de loi, je pense pas que ce soit forcément écrit, mais par exemple, on va dire que dans les écoles ivoiriennes, les professeurs aussi peuvent chicoter, ce qu'on appelle chicoter. Quand un enfant n'arrive pas bien à faire un exercice, il peut le chicoter. Bon, ça a été interdit normalement, mais il y en a beaucoup qui continuent. Donc, c'est-à-dire que même à l'école, bon, c'était comme en France, hein, il y a 50 ans, on va dire, il y avait Oui, c'est ça. les doigts qui étaient tapés avec la barre de fer. Bon, voilà, ça arrivait. Là, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Donc, voilà, c'est comme si, ouais, voilà, en France, c'était ça à l'époque. Donc, aujourd'hui, oui, non, j'en discute avec les parents, mais il va pas y avoir quelque chose de légal, non, qui va rentrer en compte derrière, non. Non, c'est plus une discussion avec les parents. Mais aussi, c'est parce que eux, ils font pas quelque chose de mal, en fait. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça que c'est différent par rapport à la France. La France, ils savent que c'est quelque chose de mal, du coup, ils en parlent pas. Ici, ils en parlent parce que c'est leur façon de faire et qu'ils trouvent ça normal. Mais ils disent, ça marche pas. Moi, souvent, ils me disent, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et du coup, on essaye de trouver autre chose, au final, Hmm. pour que l'éducation fonctionne. Mais c'est plus en termes de discussion et du coup, il y a moins ce jugement. Mais c'est ça, moi, ce qui a été le plus compliqué, au début. Oui, c'est super intéressant parce que du coup, le jugement, étant donné qu'il n'y a pas ce jugement et qu'ils en parlent facilement, qu'ils parlent facilement des violences, en fait, pour toi, ça va presque être plus facile de faire un travail un peu de collaboration avec ses parents que si finalement on était en France avec des parents qui n'oseraient pas parler des violences au sein de la famille, mais qui du coup resteraient seuls avec ça, en fait. Bon, là, la Hmm. différence, c'est Ouais, que finalement, tu peux travailler avec cette question de violence. ouais, bah c'est ça. Au moins, on peut en travailler. Mais après, comme c'est quelque chose quand même de très ancré, Mm. Euh, ici, il faut quand même essayer de potentiellement changer cette façon de faire. Mais souvent, quand ça marche pas, au moins, ça aide à déclencher une remise en question. Ok. Oui, ça doit pas être évident, effectivement, de réussir à avoir oui, ce recul-là, en fait, de se dire, bah oui, mais ça appartient à la culture, à l'éducation du pays. Ouais. Mm. Bon, après, je pense de beaucoup de pays encore, hein. Oui, oui. C'est pas à la Côte d'Ivoire, mais oui, non, c'est sûr que, ouais, Ah bah, non, c'est non, super intéressant. Bah écoute, c'était un peu la dernière question des auditeurs. Je sais pas si il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter. Moi, je voulais parler de ton compte Instagram @itsallabou-neuropsy qui est dédié à la vulgarisation de la neuropsychologie et je mettrai le lien en barre d'infos de cet épisode. Et voilà, est-ce que tu veux nous parler peut-être un petit peu de comment est née cette chaîne et le projet aussi Brain Boost dont tu as parlé qui est disponible aussi sur ta page Instagram? Mm. Bah, par rapport à It's All About, en fait, c'est quand j'ai terminé mes études et que j'étais au Mexique, justement, en attendant mon équivalence de diplôme, je voulais avoir quand même un pied dans le métier, dans la théorie. Et du coup, Et en fait aussi, je rencontrais beaucoup de gens à ce moment-là, puisque on passait de ville en ville, donc on rencontrait beaucoup de gens. Et tout le monde me posait la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une neuropsychologue? Et au bout d'un moment, j'en avais marre de m'expliquer tout le temps la même chose. Donc, il y a même des moments où je disais, enfin, ça m'arrive encore aujourd'hui de plus dire neuropsychologue, de dire psychologue. Souvent, les gens ont un peu peur des psychologues, donc soit ils posent pas de questions et je suis tranquille, soit bon, c'est plus simple à expliquer. Mais du coup, je me suis dit, bon, quand même, ça pourrait être bien de créer une page justement qui réponde à ces questions. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vulgariser un petit peu le métier et après, j'avais
essayer de développer certains aspects théoriques, des questions qui revenaient en fait souvent. Bon, j'ai un peu relâché, on va dire, mes publications sur le compte par manque de temps, mais j'essaye. Bon, là en ce moment, on fait quelquefois des vidéos au centre où j'essaie d'expliquer certaines définitions ou certains Mm. troubles, certaines choses. Et après, je fais des interventions aussi ici, quelquefois dans les écoles. Donc, voilà, il y a toujours une petite publication pour illustrer tout ça. Et après, Brain Boost, bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, du coup, les groupes de stimulation cognitive. Et donc, ça, sur le compte Instagram, on est assez active. On essaye de mettre des photos, de proposer les jeux qu'on utilise en séance, etc. Oui, alors moi, ce que j'ai bien aimé sur It's All About Neuropsy, c'est vraiment effectivement ces vignettes que tu fais où pendant un mois ou deux, tu traites d'un sujet en particulier et chaque publication va traiter ce sujet sous différents angles. Et je trouve ça super complet en fait. Et à la fois, ça nous bombarde pas trop d'informations sur une seule publication, mais c'est plutôt bien fait quoi. C'est épuré et c'est bien complet. Ouais, bah, c'était ça. En fait, je me disais, mais comment faire pour mettre tout, enfin, toutes les informations sur un même sujet en une publication? Parce que je voyais tout le monde le faire et je me disais, mais moi, je peux pas. Comment je vais faire pour synthétiser? Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas mal de le faire en un mois. Parce que aussi, quelquefois, les personnes posent des questions et puis quelquefois, je pense à autre chose et je me dis, ah mince, j'ai oublié de le mettre dans la publication. Donc, ça me permet aussi de rajouter petit à petit. Après, j'ai essayé de mettre en story aussi des lectures à ce moment-là et de faire vraiment un mois consacré. Et ouais, c'était assez intéressant. Et puis même moi, ça me permettait de continuer à lire des articles scientifiques. Ça me permettait voilà, d'actualiser un peu tout mon savoir aussi. Donc c'est quelque chose, oui, que j'aimerais bien reprendre. Et il faudrait que je reprenne. Et en plus, ce que j'ai découvert, c'est que il y a quand même une communauté, pardon, assez présente de psychologues ou même d'orthophonistes ou dans le paramédical sur Instagram et même avec des étudiants, il y a pas mal d'échanges. Moi, il y avait des étudiants qui me posaient des questions ou même avec d'autres professionnels qui me posent des questions, par exemple, ah, tu utilises ce matériel, tu l'as acheté où? Donc, c'est assez chouette en fait comme communauté. On voit bien quand même que tu as une vie bien remplie déjà, donc je comprends que tu ne puisses pas alimenter constamment ce compte. Mais en tout cas, pour ce qui est déjà créé, c'est déjà chouette. Vous pouvez vraiment aller jeter un coup d'œil, il y a déjà pas mal de choses. Merci. Ensuite, on en vient à la question un peu emblématique du podcast. Quel objet représente le mieux ta pratique? Alors, bon, moi, j'ai écouté les autres podcasts, du coup, je m'attendais un peu à cette question, mais j'y ai réfléchi et je pense qu'il y a... En fait, si on m'avait posé cette question il y a un an, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'aurais dit ma mallette de test, parce que je me trimballais partout avec cette mallette qui est assez grosse. Je ne sais pas si vous voyez les mallettes de test, mais c'est comme une valise qu'on transporte. Et mon compagnon, il se moquait de moi, il me disait je sais pas si vous connaissez le film À la recherche du bonheur, où c'est Will Smith qui part et qui essaye de faire son argent avec, pareil, sa mallette. Et du coup, à ce moment-là, c'était surtout cet objet-là qui représentait ma pratique. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est une petite, je sais pas si tu connais les petits poulpes, où en fait, d'un côté, ils sont contents et quand on les retourne, ils sont tristes. Oui, oui, je vois. Ah, allô? Ah, j'entends plus le son de ta voix. Mince. Oui, désolée, j'ai eu une coupure de courant. Ah! Ah, c'est Ça cool. arrive. Ouais, ça arrive quelquefois, donc j'ai vite fait un partage de connexion, mais en fait, le courant a coupé et là, Internet, du coup, vient de partir aussi. Désolée, c'est... Ok, bon, on va finir comme ça. Mais du coup, ça a vraiment coupé net, donc c'est vraiment... Il y a eu la fin de ta question, donc c'est très bien. Ok. Donc Enfin, oui, oui, je connais bien les petits poulpes qui sourient ou qui pleurent. Ils sont célèbres maintenant, quoi. ouais, mais du coup, bah, je sais pas si ça a été coupé ça ou pas, ou quand j'expliquais que c'était la mascotte de Brain Boost. Si ça, Ça, ça a je l'ai été pas dit. coupé, ouais, oui. Donc, du coup, en fait, ce petit poulpe, c'est la mascotte, en fait, des activités Brain Boost. En fait, au début de chaque séance, on fait un petit rituel
Et celui qui a la mascotte qu'on appelle Madame Brainboost, c'est lui qui peut parler. Donc, on fait des activités souvent dans ma valise ou des jeux de mémoire, etc. Donc, tous les enfants demandent toujours Madame Brainboost. Donc, c'est déjà le symbole de Brain Boost. Et après, j'utilise aussi en séance. Par exemple, je sais pas si en début de séance, souvent, ce que j'aime bien faire, des petits rituels où on va dire, par exemple, ma semaine, comment ça s'est passé. Et pour les petits, par exemple, il va mettre le poulpe du côté heureux. Il va dire bah, toutes les choses qu'il a bien aimées cette semaine et du côté triste, toutes les choses qu'il n'a pas aimées. Donc, ça permet un peu de libérer la parole et de pouvoir faire un peu un compte rendu de la semaine et après on commence la séance. Donc j'aime bien cette petite peluche. Ouais, c'est vrai que, bah, pour le coup, je la voyais, circuler, mais je voyais pas trop, comment on pouvait s'en servir. Mais c'est vrai que ça peut être, pas mal, oui, de demander à un enfant, qu'est-ce qu'il a aimé ou pas aimé et comme ça, on sert des 2 côtés, Ouais, et puis c'est assez imagé en fait. Donc du coup ils aiment bien et tout de suite et il y a quelquefois des choses, ça permet de faire sortir des choses intéressantes quelquefois. Donc c'est pas mal. Il faudra que tu essayes Oui, si tu peux, mais c'est assez intéressant. oui, oui, sur un le prochain marché que je croise qui en vend, je Ouais. je craquerai peut-être. Et enfin, la dernière question, si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Alors ça fait depuis cet été. En fait, cet été, j'ai suivi pas mal de cours de yoga parce que l'été, je rentre en France, donc je fais quelques consultations en visio. Et j'ai fait quelques cours de yoga et en fait, je me suis dit, mais j'aimerais trop associer à ma pratique de neuropsy une pratique un petit peu plus corporelle. Donc, j'ai suivi en fait une formation de yoga pour enfants. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et qui est hyper intéressante où en fait, ce sont des histoires qu'on invente et qui prennent en compte en fait des postures de yoga. Donc, par exemple, la sorcière, et ça va être une posture assise ou l'arbre, des choses comme ça. Et en fait, du coup, on fait la séance à travers une histoire et on enchaîne les postures. Donc, les enfants, ils adorent. Donc, j'ai fait cette formation et j'ai commencé un petit peu des cours de yoga. Bon, j'ai pas réussi à le mettre dans mon planning malgré la demande de plusieurs parents, mais il faut que j'arrive à trouver du temps. Mais du coup, voilà, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est être prof de yoga. Et là, j'ai comme projet peut-être de me former aussi pour les adultes, de compléter ma pratique, en fait, de rester. Bon, la question, c'était pas ça, mais dans mon idéal, ça serait de faire un peu de neuropsy et un peu de yoga. Mais du coup, si je choisirais un autre métier, ça serait prof de yoga. Ah bah, écoute, je comprends tout à fait ce choix. C'est vrai que moi aussi j'aime bien, franchement la pratique du yoga. Après je suis pas super, récurrente quoi, il y a vraiment des phases, surtout la phase covid là où, voilà, j'étais bien dans le yoga et puis maintenant je suis un peu moins yogi. Mais, mais voilà et je comprends totalement et c'est vrai qu'avec les tout petits ça marche, très bien, le yoga, Et c'est ouais, c'est hyper intéressant. Mais même pour la concentration, enfin, pour la posture, je sais pas, c'est hyper intéressant. Et, euh, et être conscient de son corps, en fait, ça apprend tellement de choses. je te souhaite une bonne continuation dans ton chouette parcours. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Je pense que c'est top. Et je pense que pour les étudiants, c'est hyper inspirant de voir toutes les pratiques différentes. Et c'est ça la richesse de notre métier. Donc, c'est Tout chouette à d'avoir un fait. aperçu. Et Mm. merci beaucoup, d'avoir participé, c'était vraiment super. Et je fais une petite dédicace à ma collègue Charlotte parce que tu as vraiment exactement la même voix qu'elle et pendant tout le podcast, je pensais à Charlotte. Bon, bah, enchantée, Charlotte. Voilà pour la petite histoire. Et sur ce, au revoir et à bientôt, chers auditeurs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aiderait aussi énormément le podcast à se faire connaître si vous pouviez partager cet épisode à ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Allez, c'est parti. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, qui propose un récap très fourni de chaque épisode. Le lien est juste en barre d'infos.
Autrement, on se retrouve sur Facebook et Instagram, @la chaîne psy, pour que vous puissiez peut-être à votre tour poser une question à la prochaine ou au prochain psychologue. Vous pouvez aussi m'écrire et me partager vos retours pour faire évoluer le podcast et la chaîne en général. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.